Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Pauline Polgar, directrice de la rédaction de Bâti Actu, le quotidien en ligne pour les professionnels du cadre de vie. Je suis très honorée de vous retrouver aujourd'hui à l'occasion de ce MIPIM pour cette table ronde chaîne de production et qualité architecturale du logement, innovation et recherche vers de nouveaux modes de conception. Les crises passées, en cours et leurs conséquences sont autant d'éléments propices à l'innovation et à la recherche. On le sait, notre secteur stratégique et particulièrement engagé, est pleinement conscient de la nécessité de continuer à se transformer, de la nécessité de se réinventer aussi. Les mutations sont en marche, énergétiques, environnementales, numériques, et parmi les acteurs du cadre de vie, les architectes ont tout autant un rôle à jouer. Initié par les pouvoirs publics en 2021, le programme Engagé pour la qualité du logement de demain permet, à travers les lauréats de l'appel à manifestation d'intérêt qui en a découlé, de mettre en avant l'innovation et la recherche architecturale autour des nouveaux modes de conception du logement. Quelle place aujourd'hui pour l'innovation et la recherche architecturale dans la conception du logement aujourd'hui? Quels modes de conception justement émergent? Quels sont encore les défis à relever par les architectes? Quelles évolutions faut-il envisager dès aujourd'hui et demain? C'est de tout cela dont nous allons parler ce matin. Et je suis ravie d'accueillir à mes côtés sur ce plateau Lola Davinson. Vous êtes, bonjour madame, vous êtes directrice du programme Engagé pour la qualité du logement de demain, groupement d'intérêt public Europe des projets architecturaux et urbains. Vous allez nous en parler un petit peu plus tout à l'heure. Je vais devoir excuser madame Flicoteau, la vice-présidente du CNOA, qui malheureusement n'a pas pu nous rejoindre ce matin. Vous connaissez le contexte. Jean-Claude Martinez, bonjour monsieur. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de la MAF, la mutuelle des architectes français. Est-ce qu'il faut vous présenter? Ingrid Napi, bonjour madame. Vous êtes économiste, professeur à l'école des ponts ParisTech. Et enfin, je suis ravie également d'accueillir une architecte sur ce plateau très talentueuse, Emmanuelle Perrin, donc de chez Perrin Architecture. Ce que je vous propose, c'est qu'en première partie de cette table ronde, on va commencer un peu par poser le contexte, notamment sur le programme. Madame Davidson, donc on le disait, est placée sous le signe de l'inventivité. Le programme Engagé pour la qualité du logement de demain entend constituer en fait un vivier d'une centaine d'opérations représentatives de l'excellence française en matière de qualité architecturale, environnementale et d'usage, à coût maîtrisé au service de la production. Alors j'ai repris exactement les termes qui étaient mis dans cet appel à manifestation d'intérêt. 97 lauréats ont été sélectionnés, 20 d'entre eux sont désormais incubés au ministère. Finalement, est-ce que vous pouvez nous remettre un peu le contexte? Où en est-on aujourd'hui de ce programme? Bonjour à toutes et tous. Oui, alors peut-être juste rappeler pourquoi ce programme existe. En fait, il a été à la demande des à la demande des deux ministères de la Culture et du Logement et de la Ville, à l'issue des rapports Jérôme Leclerc sur la qualité du logement et Pierre-René Lemas sur le logement social, le besoin de pouvoir réfléchir à ces questions et faire la preuve opérationnelle des recommandations de ces rapports. Et donc c'est là qu'est sorti cet appel à manifestation d'intérêt. En octobre 2021, sur les 200 candidatures, 97 lauréats. Ce qu'il est intéressant de constater dès à présent, c'est que les porteurs de projets étaient donc des maîtrises d'ouvrage, des collectivités, des maîtrises d'œuvre et des équipes de recherche, ensemble pour travailler à l'innovation, à la qualité d'usage des projets de logement, dans une logique évidemment de transition écologique et de vraiment rentrer dans une stratégie décarbonée, et toujours avec cette question quand même prégnante du coût maîtrisé de la production du logement. Ce qu'on retient peut-être juste sur ces 97 projets, c'est la diversité des équipes de maîtrise d'œuvre, aussi bien des équipes très installées que des jeunes générations, des équipes qui sont très proches des territoires, comme de plus grosses agences. Et ça, je pense que c'est aussi à souligner, à noter et à apprécier, parce que ça permet aussi un champ d'innovation très large dans ce que proposent les projets. Et aujourd'hui, donc, il y a 20 lauréats qui ont été également incubés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est? Oui, la démarche était de se dire l'objectif de regarder
ces expérimentations, c'est bien sûr de pouvoir capitaliser et de pouvoir après voir comment tout ça se réplique, éventuellement se massifie dans une production nouvelle du logement. Mais sur ces 97 projets, il y a en effet 20 projets qui ont été sélectionnés pour être incubés, avec des projets très différents, mais qui vont permettre une capitalisation, on va dire peut-être plus importante, au bénéfice des autres projets et au bénéfice de l'ensemble aussi des porteurs de projets hors AMI. Donc c'était vraiment, le but c'était de faire des choix qui permettent de voir un peu pousser un peu tous les curseurs sur la chaîne de production au sein de cet incubateur. Mais justement, quand vous parlez de cette chaîne-là, dans le cadre de l'AMI, vous proposiez aussi quelques pistes. Est-ce qu'on peut peut-être les évoquer ensemble, des pistes proposées au sein du programme qui démontrent aussi le champ immense sur lequel les architectes pouvaient apporter des réponses. Donc on parlait de l'adaptation du logement aux enjeux de demain en termes d'usage et de transition écologique, permettre l'adaptation continue des logements dans le temps, proposer des solutions innovantes, en particulier pour adapter de manière durable et abordable le logement construit au cours de la seconde moitié du XXe siècle, tester, expérimenter. On adapte, on expérimente, on tente. C'est vraiment coller un peu aux enjeux d'aujourd'hui finalement. Ah bah, là, effectivement, c'est là où on voit toute la richesse de ce que proposent les porteurs de projets, parce que c'est bien les porteurs de projets qui font les projets, mais sur tous les enjeux aujourd'hui démographiques, sociétaux, environnementaux, qu'on retrouve dans le besoin aussi d'adapter cette chaîne de production du logement. Et donc, il y a le sujet de la sobriété foncière et du périurbain, il y a le sujet de l'accompagnement au vieillissement, il y a l'évolutivité des logements, recréer du lien social, un grand travail qui est fait par beaucoup d'équipes sur les communs. Donc, on pourra peut-être en reparler. Donc vraiment de la notion de travailler le projet à partir des usages. Et après, beaucoup de choses aussi qui sont proposées sur la partie, on va dire, processus de construction, matériaux, etc. Bien sûr. Et du coup, au sein de ce programme, de nombreux partenaires. Alors, on en a parlé également du CNOA, donc malheureusement, Madame Flicoteau n'est pas là. Mais évidemment, ça montrait aussi l'importance de l'innovation et de la recherche architecturale sur ces sujets. Mais je me tourne aussi vers vous, Monsieur Martinez, pour la MAF et Madame Napi. Vous êtes également très engagé en tant que professionnel ou partenaire dans ce programme. Et vous ne démentirez pas, j'en suis sûre, l'apport que peuvent avoir les architectes, justement, face aux défis actuels. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots, Monsieur Martinez, allez-y, commencez, votre engagement justement dans le cadre de ce programme et en quoi la MAF est aussi un facilitateur d'innovation architecturale finalement? La MAF, c'est d'abord 450 collaborateurs au service des architectes. C'est 350 collaborateurs en France, 60 en Allemagne, puisqu'on assure les architectes allemands, et également 10 collaborateurs en Belgique. Et on a également des relations étroites avec les architectes espagnols au travers d'un partenaire qui est ACEMAS, qui est l'équivalent de la MAF en France. Voilà. Donc on a une vision très précise de ce que font les architectes en France, mais aussi en Europe. Et pour nous, c'est important parce que ça permet de croiser toutes ces informations. Bien sûr, important. On a toujours... D'abord, la MAF, c'est que le conseil d'administration, ce sont des architectes. Je suis architecte, j'exerce, hein, c'est mon métier. Ah oui, c'est important de le rappeler. Oui, on ne s'en rend pas forcément compte. Vous n'êtes pas que l'assureur, vous êtes l'architecte. Comme les élus au CNOA, je prends sur mon temps professionnel pour chaque administrateur prendre son temps au service de la profession. Et je crois que c'est essentiel qu'une partie des architectes s'occupe des autres. Voilà, ça fait partie, je dirais, d'un engagement. Et ça nous permet surtout d'avoir une parfaite connaissance des problèmes des architectes, puisque nous vivons, nous aussi, ces problèmes-là. Donc les architectes sont avant tout des concepteurs, des constructeurs, et de fait sont des innovateurs. Ils ont toujours créé de nouvelles formes, utilisé de nouveaux matériaux. Et aujourd'hui, les enjeux environnementaux font que ces engagements sont de plus en plus nombreux et complexes. Et c'est là que la MAF, en tant que partenaire de la profession, joue un rôle important, puisque nos contrats ne comportent aucune exclusion. Et quand un architecte va utiliser une technique non courante, il n'a pas besoin d'avoir un accord préalable de notre part. Notre mission, c'est de permettre aux architectes de pouvoir concevoir librement. Voilà. Par contre, évidemment, cette liberté qu'on laisse à nos adhérents a une contrepartie. On leur demande aussi
On ne peut pas faire n'importe quoi non plus, il faut faire un petit peu attention. Voilà, on leur demande un engagement, une responsabilité dans leurs actes, et on les accompagne justement au travers des formations communes dans toute la France. Et c'est cet accompagnement, justement, on le fait avec les autres partenaires, nous permet de faire évoluer les réglementations, de faire évoluer les techniques et de passer, notre objectif, c'est justement, avec l'AMI, c'est de passer de ces techniques non courantes, qui sont des techniques innovantes, de les faire basculer dans les techniques courantes pour ne plus avoir de problèmes assurantiels, puisque la problématique, c'est que la plupart des entreprises ne sont pas assurées, ne sont pas couvertes pour ces techniques non courantes. Et donc, ça implique à chaque fois des solutions type ATEX qui permettent ces innovations. On va en parler tout à l'heure et du coup qui sont un peu compliquées. Ouais. On va en parler tout à l'heure, mais on l'entend. Donc, cette idée que finalement l'appel à manifestation d'intérêt, elle est une bonne initiative dans le sens où derrière, on pourra aussi répliquer et finalement rentrer dans les techniques courantes des choses. Madame Napi, je me tourne également vers vous. Donc, peut-être vous présenter en quelques mots. Vous êtes vous êtes économiste, professeur à l'école des Ponts. Et du coup, c'est très intéressant parce que c'est la première fois qu'on a des économistes aussi sur ce type de sujet. Alors, je suis également membre de l'Observatoire de l'économie d'architecture. Ça, c'est aussi comme on allait le présenter tout à l'heure. Je vous laissais justement l'initier. Donc, c'est un observatoire qui se focalise sur la valeur économique de l'architecte. Donc on parlait de la notion de valeur, donc je pense que pour revenir à l'AMI cette fois-ci et sur les 97 projets lauréats, et même ceux qui ne sont pas lauréats en fait sont très intéressants également à étudier, c'est qu'ils sont tous très diversifiés. Et l'intérêt, c'est qu'ils apportent de la valeur. Alors, quelle est la valeur de ces projets ? On parlera vraiment plus en avant tout à l'heure, mais là, l'idée, c'est vraiment de votre présence dans ce projet et comment, finalement, les architectes ont un rôle à jouer, notamment dans la décarbonation. C'est un peu ce que vous avez... C'est justement, je reviens sur la notion de valeur. Leur rôle, c'est de montrer qu'ils ont une valeur et que... Alors, elle est très complexe. Hein. Donc, l'économie, c'est quoi d'abord, peut-être ? Alors, c'est une des thématiques de l'économie, c'est de trouver l'origine de la valeur. Donc, d'où vient la valeur ? Donc là, on a parlé de projets innovants. Donc, on va regarder cette innovation, comment elle crée de la valeur, et notamment tout au long de la chaîne de valeur, encore une fois, de production. Donc, il y a des maillons. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la place de l'architecte dans ces maillons. Est-ce qu'il initie le projet ? Est-ce qu'il n'initie pas le projet ? Comment il intervient en relation avec le maître d'ouvrage, avec les autres maîtres d'œuvre, les entreprises de construction, etc., le suivi des chantiers, etc. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de qualifier cette innovation. Est-ce qu'elle relève de technique, technologique, les matériaux, etc., programmatique ? On va regarder. Et ce qui est intéressant, c'est que cette valeur, elle est très complexe à mesurer parce que c'est une valeur pratiquement immatérielle. Même si on parle de matériaux, ça va être plutôt une valeur qui va être mesurée en termes d'économie. D'économie de carbone, d'aménuité positive, au-delà même du bâtiment, sur l'îlot, voilà. Et donc l'importance de l'économiste, c'est de regarder. Donc moi, je suis économiste de l'immobilier depuis plus d'une trentaine d'années. Je me suis beaucoup intéressée dans un premier temps sur la valeur de l'immobilier du point de vue de sa rentabilité financière, au niveau plutôt de la maîtrise d'ouvrage et de l'investissement immobilier, et de comprendre aussi l'impact urbain que pouvait avoir cette valeur. Par exemple, j'ai travaillé sur le quartier Pleyel, comment on pouvait aussi, à l'époque on ne parlait pas de décarbonation, mais de rénovation urbaine. Quel était le rôle des investisseurs, des financiers sur la rénovation urbaine et indirectement des architectes. Donc là, aujourd'hui, on est dans une crise sociétale, on est dans une crise environnementale, on est dans une crise économique en plus, on en parle beaucoup aujourd'hui, financière peut-être. Donc il faut arrêter de cloisonner et de regarder un maillon de la chaîne. On voit bien qu'il faut reprendre tous les maillons. Et c'est vrai qu'en France, le maillon architecture est encore très peu valorisé. Donc l'intérêt de cette cohorte des 97 projets, c'est de pouvoir focaliser sur le rôle de l'architecte et de regarder précisément dans ces projets innovants, bien justement essayer de détecter la valeur ajoutée et de mesurer cette valeur ajoutée. Ce qui est complexe, hein, parce que les projets sont tous divers. Donc, on ne peut pas dire qu'on va homogénéiser cet échantillon, mais en tout cas, on va pouvoir commencer à regarder, faire des groupements, regarder les projets. Et on le sait qu'en plus, revoir le modèle économique, vous le disiez finalement, de la conception. C'est bien ça. C'est ça l'idée. De la conception, de beaucoup de choses. Bien sûr. Emmanuel Perrin, je finis mon petit tour de table par vous, parce que justement, j'ai envie d'avoir votre témoignage. Vous êtes lauréate du projet aujourd'hui, et vous avez un projet qui est tout à fait
qui a un nombre d'impacts environnementaux, sociétaux, etc., mais aussi d'un point de vue architectural, aménagement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre projet, qui est lauréat notamment de l'AMI? Merci beaucoup de nous donner l'opportunité de le présenter, et puis merci pour cette présenter introduction, je trouve très inspirante aussi. Peut-être un mot sur la pratique qu'on a au sein de l'agence et au sein de l'association. Moi, j'exerce du coup dans 2 structures. C'est ça vous avez l'agence qui a en son cœur une association également. Exactement. Moi, j'aime à dire qu'à travers ces 2 structures, j'ai une activité qui vise à prendre soin des bâtiments, prendre soin des villes, prendre soin des territoires dans lesquels on fait du projet avec les collectivités, avec les acteurs et avec les habitants. Donc ça, c'est un peu notre fil rouge. L'association, elle a 10 ans cette année. On fait plutôt de la coopération internationale et de la prospective territoriale sur des territoires qui ont subi des catastrophes naturelles majeures et de plus en plus en anticipation des effets du changement climatique. Et l'agence, elle a maintenant 4 ans et on a 2 types d'activités. On a une activité qui est tournée vers la réhabilitation du bâti ancien avec une attention toute particulière à la matérialité et à la mobilisation des matériaux locaux, avec une attention sur une ressource qui nous paraît fondamentale, c'est la compétence et la qualification des entreprises et des artisans avec lesquels on travaille et qu'on essaye de mobiliser comme une ressource pour le futur. La deuxième activité, c'est une activité d'urbanisme de projet, où on construit des visions à long terme pour aujourd'hui, pour demain et pour après-demain, avec des petites et des moyennes communes qui font face à des risques naturels majeurs ou dans des situations post-catastrophes, comme on l'a vu dans les vallées de Nice, la Roya, exactement. Là, on travaille aussi sur la renaturation d'un méandre de la Brague. Donc, ce genre de projet, on les accompagne à développer des visions qui puissent leur permettre de vivre en connexion avec leur environnement, en tenant compte de ces risques naturels et en programmant des visions urbaines à long terme dans un dialogue territorial avec tous ces acteurs. Et avec 3 enjeux qui nous traversent à travers tous ces projets, c'est l'autonomie alimentaire du territoire, l'autonomie énergétique de leurs habitants et un accès équitable à une ressource qui a structuré la forme de nos villes, les choix d'implantation et qui aujourd'hui est extrêmement tendue, l'eau. Oui, on voit bien cette imbrication nécessaire aujourd'hui. Et du coup, vous aimez à dire que vous faites de l'architecture des territoires et non plus de l'urbanisme de projet. Oui, merci beaucoup. On aime à défendre cette posture que nous sommes architectes du territoire, tout à fait. Et c'est cette posture qui nous a conduit en fait à une amitié avec la commune de Châteauneuf-Grasse. Oui, donc le Châteauneuf-Grasse, pour le redire, et donc c'est ce programme-là ce projet, qui est lauréat du programme. Exactement. Donc c'est une petite commune de 3600 habitants des Alpes-Maritimes, avec une équipe municipale particulièrement engagée, qui porte un projet d'autonomie alimentaire de son territoire qui est parti d'un constat simple, c'est que si jamais on coupe toutes les voies de transport, les Alpes-Maritimes ont à peu près 24 heures d'autonomie alimentaire. Et ils se sont dit, nous avons cette responsabilité en tant qu'élus que de proposer pour l'avenir de ce territoire plus de sécurité et donc de relocaliser de la production, de la transformation et de la distribution alimentaire de qualité pour nos concitoyens. Donc c'est 10 ans de stratégie de maîtrise foncière, de reclassement des terres, etc., où ils commencent à y arriver aujourd'hui. Ils sont dans un projet alimentaire de territoire. Ils ont constitué une société coopérative pour accueillir des nouveaux ruraux qui se forment à une agriculture régénératrice des sols, respectueuse de l'environnement. Ils ont créé une structure de distribution et de transformation alimentaire qui s'appelle le marché paysan. Tout ça piloté par cette coopérative publique-privée. Sauf qu'aujourd'hui, ils ont un problème qui est lié au foncier tendu de la Côte d'Azur, c'est qu'on n'arrive pas à loger ces jeunes agriculteurs. Parce que c'est des gens qui ont beaucoup de valeur ajoutée pour le territoire, mais très peu de ressources économiques, en fait, et qui n'arrivent pas à accéder au logement. Mais alors, il y en a quand même il y a des terres agricoles où il y a des belles maisons. Exactement. Donc ce besoin a rencontré en fait une opportunité. Donc la communauté, le PCI, qui est la CASA, a fait une étude sociodémographique et on s'est rendu compte que c'est un territoire périurbain dans lequel il y a des maisons individuelles sur des très grandes parcelles issues des anciens postes. Donc on va entre une maison individuelle pour 5000 m² à 1000 m², dans lesquelles on a des personnes âgées, vieillissantes, dépendantes, dont les enfants sont déjà eux-mêmes âgés et n'ont pas la possibilité de s'occuper de leurs parents.
On est aussi dans un contexte dans lequel il y a peu d'EHPAD, et donc cette solution, il y a un vrai enjeu en fait sur le vieillissement des personnes dans ces maisons isolées. Et du coup, on s'est dit que là, il y avait une opportunité de projet de faire rencontrer cette demande avec cette offre, et de réfléchir à comment l'habitat individuel diffus pouvait être porteur d'une nouvelle vision pour cette agriculture périurbaine bio-intensive. C'est incroyable finalement. Donc, vous faites se rencontrer des disciplines finalement qui ne se rencontraient pas avant. On parle de sociologie, on parle d'économie, on parle d'environnement, on parle d'agriculture et on parle de bâti, d'architecture. Tout ça dans ce même territoire, tout petit territoire. Et ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on est aussi accompagné par un promoteur immobilier qui s'appelle Filiataire, puisqu'il y a 2 expérimentations, une sur la maison individuelle à transformer, parce que c'est quand même des grandes maisons, hein, on est sur 250 mètres carrés minimum, c'est la Côte d'Azur, donc la transformation de l'habitat individuel, et aussi la construction type démarche BIMBY avec ce promoteur immobilier qui est spécialiste de la construction géosourcée. Donc, ce qui demande une attention extrêmement particulière au site, que d'investiguer quelles sont les ressources disponibles à la parcelle, puisqu'on s'est donné des niveaux d'exigence assez hauts. Et donc, on adapte la technique de construction à ce qu'on est capable de trouver sur le site. Et là, c'est très intéressant d'avoir nos entreprises du bâti ancien pour ça. Pour revenir avant de revenir sur les observations que vous pouvez faire suite à l'AMI, Lola, si vous me permettez de vous appeler Lola, et comment ça se passe du coup aujourd'hui? Alors c'est en cours, je sais, c'est difficile de parler d'enseignement bien évidemment, mais quelles premières observations peut-être faites-vous? Alors on a parlé de comment se passaient les typologies d'agences et d'équipes qui ont pu répondre, mais quelles questions vous voyez aussi qui émergent particulièrement sur le terrain? Oui, alors effectivement, avec beaucoup de prudence sur les enseignements. J'ai pas parlé d'enseignement, hein, j'ai dit observation. Non, parce que en fait, les projets sont en cours et vivent en fait leur vie avec des avancements différents. Donc, effectivement, aujourd'hui, on n'est pas encore au stade de la capitalisation, même s'il commence à y avoir certains éléments qui apparaissent. En termes de typologie, de projet Moi, ce qui me semble quand même très intéressant, c'est des propositions qui sont extrêmement diversifiées et qui sont attachées au territoire, donc aussi bien de l'habitat groupé, de l'individuel dans son centre-bourg, que du collectif. Et donc vraiment, les porteurs de projets se sont attachés à faire des propositions, évidemment, qui sont vraiment des réponses pour des territoires donnés. Donc ça, c'est quand même... la base, et c'est vraiment le cas. Et donc il y a des propositions extrêmement... En fait, il faut que vous approchiez bien votre micro, ça devrait... Des propositions extrêmement diversifiées et avec des logiques y compris sur le travail des usages qui me semblent vraiment notables. On parlera après peut-être de la problématique financière qui apparaît. On en parlera bien sûr. Là, pour l'instant, on montre les bons points, mais après, on va parler de tout ça. Et toujours dans une logique de coût maîtrisé et de réflexion sur des matériaux locaux. Donc il y a aussi dans la plupart des cas, alors pas beaucoup à la parcelle, hein, c'est vraiment à noter sur ce projet-là, mais en tout cas une volonté de pouvoir s'appuyer sur les filières locales. On voit aussi beaucoup auprès des usagers, des associations d'usagers, des coopérations importantes avec les habitants. Il y a beaucoup de projets en coopérative habitant ou d'habitat participatif, et ça montre aussi l'envie de participer, de co-concevoir les projets, qui sont des projets souvent assez longs, mais avec à monter. Mais du coup, une production après en termes de conception qui est extrêmement intéressante sur la notion de lien, et ça répond aussi souvent sur l'habitat inclusif, le vieillissement de la population, avec des opérations qui proposent de l'intergénérationnel, voilà, en accompagnement pré-EHPAD, on va dire, et qui est vraiment un sujet très très important dans plein de territoires. Donc oui, là-dessus, on voit se dessiner. Il y a une vraie vocation sociale dans la plupart des projets, une exigence de qualité
beaucoup d'éthique. On parlait beaucoup d'économie sociale et solidaire, mais on sent qu'il y a une volonté aussi de ces territoires de s'engager un peu plus, et des architectes et des personnes sur place aussi. Alors sur les maîtrises d'œuvre, c'est indéniable. Ce qu'on peut souligner aussi, c'est du côté des maîtrises d'ouvrage. On a des maîtrises d'ouvrage classiques qui sont très engagées dans la qualité, et on a aussi des nouvelles maîtrises d'ouvrage, en tout cas qui se dessinent, des maîtrises d'ouvrage privées mais assez petites, qui sont vraiment volontaires pour proposer du logement social porté par des privés, ou du logement coopératif, ou des formes assez nouvelles de portage de projets, et qui sont des personnes privées qui travaillent sur ces sujets de manière très engagée. Donc une innovation aussi de ce côté-là. Et il y a aussi les collectivités locales qui, dans certains territoires, ne trouvent pas d'opérateurs, on va dire, classiques, et qui portent les projets eux-mêmes, et de manière aussi extrêmement engagée. Donc ça, je pense que c'est quand même à souligner. Dans la qualité, elle est portée beaucoup par les architectes, et avec des rencontres heureuses avec des maîtres d'ouvrage très motivés. Et alors, du coup, Madame Perrin, de votre côté, par rapport à l'AMI, quelles premières observations vous faites aussi au sein de votre projet? On le disait tout à l'heure, finalement, vous êtes multicase, mais du coup, ça pose aussi des problèmes. Oui, déjà peut-être que c'est intéressant de comprendre pourquoi on a besoin de recherche et en quoi on a besoin d'approfondir ce projet. Je dirais que le premier point, c'est qu'on a besoin de recherche pour créer un lien entre le monde scientifique et le monde de la conception. On a besoin de recherche sur les matériaux, on a besoin de recherche aussi pour comprendre à quels enjeux on répond du point de vue climatique, du point de vue régional, dans quel contexte on s'insère, pour montrer aussi cette dimension de l'autonomie alimentaire dont je parlais. Donc ça, c'est le premier point. On a besoin de recherche pour montrer que notre projet satisfait à ses objectifs, aux 3 objectifs que nous avons énoncés au départ, c'est-à-dire celui de l'autonomisation alimentaire du territoire, celui de l'autonomisation énergétique et de l'eau. Donc nous avons besoin de recherche pour ça. Et enfin, nous avons besoin de recherche pour monter en généralité sur la proposition que nous formulons, pour passer d'une dimension opportuniste, d'une rencontre amicale entre une maîtrise d'ouvrage locale et territoriale, à une vision beaucoup plus stratégique pour des territoires qui seraient concernés par les mêmes enjeux. Et pour ces 3 raisons, nous avons besoin de conduire de la recherche sur notre projet. Aujourd'hui, cette recherche, elle est financée par l'agence Perrin Architecture et par la bonne volonté de l'équipe de maîtrise d'ouvrage. Et nous n'avons pas d'autres moyens que cela. Vous êtes bénévole, en fait. Pour l'instant, on est bénévole. Donc, on vient d'obtenir le crédit impôt recherche. Donc, on va avoir une petite ligne là-dessus. Mais pour l'instant, c'est du bénévolat, tout à fait. Mais du coup, vous tapez aussi à différentes portes. Vous aviez une anecdote assez rigolote, parce que pour rapprocher de la région aussi, on peut essayer de chercher des financements là-bas. Oui, tout à fait. En fait, on a entrepris une démarche de recherche d'appel à projet, parce qu'on s'est dit qu'il y avait sans doute d'autres territoires qui pouvaient être intéressés, ou d'autres financeurs qui pouvaient être intéressés par cette démarche. Et on l'a présenté notamment à la région. On a eu beaucoup de personnes extrêmement intéressées, et en fait une grande difficulté à pouvoir rentrer dans une case. Ils nous ont dit que le projet était tellement holistique et transversal par rapport aux enjeux que du coup c'était difficile de le faire financer en rentrant sur le bon guichet. Bien sûr, j'imagine. Bon, je pense qu'on va trouver une solution, en tout cas je l'espère, mais on se confronte à ça. C'est-à-dire que quand on cherche, quand on porte des réponses transversales, c'est très difficile de rentrer par une case, et c'est comme ça aujourd'hui que le financement est organisé. Mais justement, je vous vois réagir. On voit aussi que l'émergence de nouveaux modes de conception entraîne également des nécessaires évolutions, on le sait, et il existe des freins, et notamment, bien sûr, cette question des moyens et des financements, parce que d'un côté, tout le travail que vous faites n'est pas forcément reconnu dans la chaîne de valeur, on l'évoquait tout à l'heure, et tout ça, il faut faire évoluer ces freins, d'où l'importance de parler aussi d'économie aujourd'hui, Madame Nappi, et d'économie de l'architecture, cette discipline, il est important de la mettre en avant et pouvoir aussi avancer sur ces choses-là. Comme je le disais tout à l'heure, c'est important, c'est de soulever alors c'est un mot peut-être tabou, ou qui a été tabou pendant longtemps, mais la valeur économique de l'architecte. Donc quand on parle d'économie de l'architecture, c'est comment l'architecte intervient dans cette chaîne de valeur économique. Et c'est très important d'avoir ces projets on voit bien qu'on est passé d'un autre paradigme où pendant pratiquement 30 ans, le logement, l'économie du logement, c'était une économie très quantitative. On mesurait l'état du logement en France par le nombre de mètres carrés construits, avec des programmes plus ou moins homogènes.
électrogène et on regardait comment ça pouvait être soit défiscalisé pour permettre justement d'offrir massivement ce parc de logements. Aujourd'hui, avec la crise de la Covid, avec la crise sociétale qu'on vit, on change. Et on l'avait déjà vu au niveau de l'immobilier non résidentiel, c'est ce qu'on appelait la qualité de vie au travail, le bien-être au travail, etc. Mais là, c'est la même chose au niveau du logement. Et on refocalise sur le logement parce que peut-être avec ce prisme qu'on va travailler également dans le logement. Donc le logement n'est plus uniquement un endroit où on habite, mais c'est également un endroit polyvalent, où on va travailler, où on va échanger, où on va avoir peut-être un retour des générations, comme on le voit dans votre programme. Donc ce qui est très important, c'est de regarder la qualité du logement, quelle est la valeur économique de cette qualité. Parce que pendant très longtemps, on a raisonné sur les mètres carrés, mais moi j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, on pourrait très bien raisonner à l'italienne sur le mètre cube, en fait. Parce que l'architecte, quand je le vois, il travaille également sur les conforts d'été, les conforts d'hiver, sur la façon dont l'air va circuler, sur l'espace, et sur des volumes aussi. Et aujourd'hui, le raisonnement économique, il ne porte pas sur des volumes, il porte sur des mètres carrés. Alors, c'est une anecdote, mais je pense qu'on est loin de l'anecdote. C'est comment on va repenser l'espace et comment l'architecte va intervenir à tous les moments de cette chaîne de valeur. Donc, il y a ce projet qui est intéressant, mais il y en a plein d'autres. Et ils sont pratiquement, je dirais, tous individualisés. On ne peut pas les reproduire comme ça. Donc, ce qui est intéressant dans cette approche économique, c'est de regarder quels sont les modèles reproductibles et pourquoi il serait intéressant de les reproduire en termes d'économie de moyens, d'économie de prix immobilier aussi, parce que ça a de la valeur, mais justement, comment on peut c'est aussi faire une valoriser, économie d'échelle. C'est aussi montrer comment on peut valoriser aussi le travail de l'architecte. Parce que l'architecte, donc, dans cette multitude de projets, on voit qu'il intervient parfois très en amont, parfois il est sollicité plutôt après. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir dans tous les éléments de la chaîne de valeur, quelle valeur il apporte. Au-delà de déposer le permis de construire, c'est quelle valeur il apporte aussi au maître d'ouvrage, quelle valeur il apporte à la collectivité locale, quelle valeur il apporte à l'usager. Voilà. Mais on est au tout début, hein, attention. Hein. Bien sûr, mais c'est vrai, alors que Madame Flicoteaux n'est pas avec nous, mais c'est vrai qu'elle avait sur cette idée aussi de valoriser aussi tout ce travail amont que peut avoir l'architecte, souvent sur les études, etc. Ça, c'est quelque chose que vous avez beaucoup vu remonter, Madame Davidson, sur cette question de nécessaire finalement évolution de la chaîne de valeur du logement et surtout permettre à l'architecte d'y retrouver sa juste place, on pourrait dire. Oui, bah là, donc, si on commence à parler des freins, effectivement, on peut se... Des freins et des leviers. Non, mais on se rend bien compte que, en tout cas, ce qu'on constate, c'est que l'architecte est quasi systématiquement le garant de l'ambition de la qualité et que, même si on a évidemment des maîtrises d'ouvrage extrêmement volontaires et porteuses de qualité, mais que quand parfois il peut y avoir dans le cours du projet des éléments qui se grippent un peu, et c'est quand même l'architecte qui reste le garant de la qualité. Et aujourd'hui, c'est exactement l'intérêt de cette étude sur la chaîne de valeur et de toute la recherche qui est embarquée dans le cadre du programme, c'est de pouvoir analyser la place de l'architecte et sa juste rémunération qui, clairement, sur certains projets, on le voit se dessiner, n'est pas à la hauteur de ce qu'il devrait être, notamment parce que c'est un accompagnement sur le temps long pour garder ce niveau d'ambition. Et donc voilà, nous on est très contents que le ministère de la Culture porte vraiment fort cette étude sur la chaîne de valeur parce que ça va nous permettre quand même de pouvoir avancer vraiment et là pour le coup d'avoir des leviers pour faire évoluer les choses. À ce stade, on constate juste. Oui, bien sûr, parce que quand on parle de nouvelles conceptions, c'est aussi parler des évolutions. Madame Napi, vous vouliez réagir à ce sujet? Oui, parce que justement, l'architecte, il se démarque des autres acteurs de la chaîne de production. C'est que la plupart des acteurs raisonnent sur un temps court. Et l'architecte, il est justement le seul à raisonner sur un temps long, mais qui va du passé, parce qu'il il comprend bien l'histoire de l'environnement, de l'implantation foncière, le présent et le futur, parce qu'il est garant, il a un code de déontologie, il est garant de la valeur patrimoniale, architecturale. Donc ça, c'est très important. Et donc, on a des acteurs économiques qui ne raisonnent pas sur les mêmes temps. Or, le temps, c'est de l'argent, c'est de l'économie aussi. Donc, il faut aussi regarder quelle est cette valeur à long terme de cet engagement de l'architecte sur le territoire. Ça, c'est très important. Et
voilà. Il faut aussi faire apprendre aussi aux architectes finalement à se saisir de cet enjeu-là aussi, à se conduire aussi peut-être. On l'avait évoqué un petit peu hier, mais cette idée d'entreprise aussi. Alors dans l'économie de l'architecture aussi, c'est de dépasser le rôle intellectuel de l'architecte. Il va dessiner, il va concevoir, il va imaginer, mais aussi il doit comprendre les attentes économiques, parce que ça a de la valeur justement. Et cette valeur économique, il faut qu'elle corresponde aussi à la valeur économique des autres parties prenantes. Donc il doit comprendre le raisonnement de l'investisseur, il doit comprendre le raisonnement d'un investisseur que de court terme ou de long terme, il doit comprendre également le raisonnement d'un maître d'ouvrage, son calcul économique. Il doit comprendre aussi l'attente économique de l'usager, anticiper les besoins de l'usager. Alors c'est très complexe parce qu'on est dans un monde qui change et on le voit bien, ne serait-ce que dans la crise des GAFA aujourd'hui, que tout est en mouvement. Donc on ne peut pas trop prévoir le long terme. Mais justement, l'architecte, il est au cœur de ce projet et c'est à lui de réfléchir en fait. C'est un intellectuel en quelque sorte aussi. Il doit anticiper, il doit comprendre, il doit capitaliser. Et il doit jouer sur cet horizon-temps. Et c'est ça sa valeur. Je rappelle que vous avez une vidéo qui est sur le site du ministère où vous parlez justement de l'Observatoire de l'économie, etc. Peut-être vous faire réagir un peu, Emmanuel, M. Martinez aussi, puisque vous êtes architecte, sur cette partie de la nécessité de faire évoluer un petit peu M. Martinez. Oui, je voudrais juste rajouter que l'architecte, il conçoit, mais aussi il construit. Ouais. Et pour nous, c'est l'acte de construire, faire, c'est essentiel dans la profession d'architecte. Oui, bien sûr, il faut bien sûr voilà. Pas l'oublier dans la partie économique aussi. Pour nous, un architecte, c'est évidemment une analyse du lieu, c'est la conception d'un projet, sa mise au point avec des partenaires, puisqu'aujourd'hui il faut beaucoup de partenaires pour répondre à tous les engagements qu'on doit prendre. Mais c'est aussi un constructeur, il est sur le chantier et il va livrer un bâtiment. Et sa présence sur le chantier la garantie de la continuité de son projet jusqu'à sa finalité. Bien sûr. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel et c'est ce que nous, on défend. Et pour ça, on doit en parler, c'est la formation fait partie des thèmes importants. Et dans cette formation, l'économie a toute sa place. Et il doit savoir se vendre. Bien sûr. On ne peut pas travailler gratuitement. C'est sympathique, ça nous arrive de le faire, mais je pense que voilà, il faut savoir vendre son travail, il faut vendre son savoir-faire, il faut le mettre en valeur. Oui, madame. Alors justement, c'est le deuxième point que je voulais aborder. Donc il y a aussi la notion de réversibilité qui est très importante aujourd'hui, parce que l'immeuble doit durer dans le temps et on est donc reconstruire sur l'existant, etc. Et donc pour parler de la rémunération, vous en parliez tout à l'heure, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'architecte dans la chaîne de production, il est souvent vu comme une charge en fait. Ses honoraires sont calculés en fonction du coût de construction et ça devient aujourd'hui un peu aberrant parce qu'on est dans la notion de circuit court, de baisser les coûts de construction, de trouver des solutions innovantes pour faire baisser le coût de la construction. Donc on ne peut pas avoir un architecte qui crée, qui conçoit et qui est une brique importante en plus, je dirais, à l'articulation entre la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre, parce qu'il travaille aussi auprès de la maîtrise d'ouvrage et il travaille auprès de la maîtrise d'œuvre. Donc il est en fait pratiquement à tous les niveaux. Donc il doit comprendre tous les acteurs. Et en même temps, cette rémunération, on voit bien qu'il ajoute une valeur. Et donc cette rémunération, l'idée, c'est de voir, est-ce qu'on ne pourrait pas la baser cette fois-ci sur la valeur qu'il crée et les économies de coûts qu'il procure aussi. Parce qu'il ne peut raisonner, l'architecte, c'est un coût, l'architecte, c'est fonction d'un coût. Non, la valeur d'un bâtiment, aujourd'hui, elle n'est pas liée. La valeur de l'architecte, elle n'est pas liée au coût de construction, mais elle peut être aussi liée à la valeur ajoutée qu'il apporte sur d'autres dimensions et à l'économie de coûts qu'il peut générer. Vous voulez réagir, M. Martinez? Non, les honoraires d'architecte ne peuvent pas être la variable d'ajustement dans un programme. Voilà, ça c'est des remarques que parfois on nous fait et c'est pas acceptable. Madame Perrin, j'imagine que comment vous réagissez à tout ça? Je vous remercie de cette contribution que je trouve absolument passionnante et tout à fait complémentaire. Effectivement, sur la rémunération de l'architecte, il paraît de plus en plus aberrant de continuer à nous rémunérer sur le pourcentage des travaux, surtout quand on intègre de la programmation et de la programmation ouverte dans nos démarches. Et c'est vrai que nous, on essaye de décorréler les deux, bien qu'aujourd'hui, la commande est structurée de cette manière, mais il y a un véritable enjeu à pouvoir trouver une autre façon de se payer sur de la prestation intellectuelle et qui soit décorrélée de ses coûts, surtout s'il s'agit de faire baisser les coûts et d'être de plus en plus sobre et que nos interventions soient de plus en plus minimales.
Donc c'est vrai que ça n'incite pas. Mais je voudrais rebondir et peut-être terminer en ce qui me concerne là-dessus, parce que en effet, donc, si l'architecte comprend la valeur qu'il crée, il doit aussi montrer aux parties prenantes avec lesquelles il négocie, et notamment se vendre, eh bien qu'en fait, il comprend également leur langage économique et financier. Et que parler de finance, c'est pas un sale mot, en fait. Parler finance, c'est aussi permettre justement de financer l'innovation, de financer... par exemple, je vous parlais tout à l'heure d'un projet qui a longtemps, hein, c'était il y a 30 ans, de travailler sur comment on finance la rénovation urbaine. Ben, on le finance avec des investisseurs qui prennent un risque. Donc, tout ça n'existe que parce que derrière, il y a un risque qui est financé et qui est supporté. Et donc, pour faire venir l'argent, pour porter le risque, il faut parler le langage également des investisseurs. Et ne pas dire, nous, on ne parle pas ce langage-là, ça ne nous intéresse pas, on n'est pas dans ce domaine-là. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre ça. Aujourd'hui, il faut avancer, il faut capitaliser sur ces innovations, il faut donc comprendre d'où vient le risque, comment il est rémunéré, et voilà. Et c'est tout à fait parler le même langage. C'est tout à fait intéressant, ça fait une transition parfaite, parce que finalement, faire évoluer la chaîne de valeur, c'est aussi s'interroger sur les personnes qui la composent. Et pour connaître mieux les gens qui sont autour de nous, c'est aussi qu'il y a un nécessaire dialogue qui est de plus en plus à faire évoluer et collaborer. Et donc, c'est aussi faire évoluer... Je voudrais juste encore acheter une chose, parce qu'après, je vous en prie. Mais on dit toujours l'architecte, c'est un chef d'orchestre. Mais je pense qu'aujourd'hui, s'il veut garder vraiment cette position de chef d'orchestre, je fais beaucoup de musique, un chef d'orchestre, il comprend tous les musiciens. Oui. Et normalement, il a une culture musicale qui lui permet de comprendre les 7 clés, de comprendre tous les instrumentistes. Et il peut prendre chaque ligne. Voilà. Et donc, il doit avoir même normalement pratiqué. Tout à fait. Donc, l'architecte ne peut intervenir et avoir un rôle de justement d'englober toute la chaîne de valeur, d'englober l'horizontant du passé, présent au futur, s'il comprend le langage de toutes les parties prenantes également de la chaîne de valeur, ce qui n'est quand même pas aujourd'hui le cas. Et donc, ça doit aussi se traduire dans l'enseignement également. Bien sûr, c'est justement donc comment on monte les opérations et finalement comment on dialogue plus. Alors, je crois que sur le terrain, Madame Davinson, vous avez justement observé ça. Finalement, les nouveaux modes de conception, ça passe aussi par cette collaboration entre ces différents acteurs qui, du coup, entraîne une certaine robustesse, quoi. Ça donne la durabilité au projet, vous me disiez. Oui, en tout cas, ce qu'on a pu voir, alors ça, c'est plutôt sur les phases vraiment amont de conception et de dialogue entre maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre. C'est justement, encore une fois, quand un blocage apparaît, le fait d'avoir travaillé très en amont sur des fondamentaux, des idées communes sur lesquelles ils ne veulent pas transiger, bah, le programme, il perdure un peu. Ce qu'on constate aussi, et là où il peut y avoir des freins, c'est après un travail quand les porteurs de projets souhaitent des innovations en termes de processus constructifs, de préfabrication hors site, par exemple, en filière sèche, etc. Le dialogue avec les aménageurs de ZAC ou l'urbaniste de la ville, etc., pour que les volumes et les gabarits soient en fait possibles pour ce type d'innovation et de construction, bah, c'est important, parce que sinon, ça coince. Donc il y a tout ce dialogue amont, évidemment l'ABF aussi dans tous les secteurs de rénovation et de protection du patrimoine, qui doit aussi intégrer ces nouveaux matériaux et cette nouvelle façon qu'on doit avoir de produire la ville et la campagne décarbonée. Et après, en aval, sur le travail, et là, pour le coup, architecte, filière locale, sur lesquels parfois on se rend compte qu'il y a une conception qui est faite, et derrière, la filière n'est pas là. Et donc, du coup, c'est aussi tout ce travail-là de dialogue et de connaissance de l'écosystème d'acteurs qui est important. On revient encore à cette idée de connaissance. Peut-être, Madame Perrin, vous voulez réagir, parce que finalement, ce qui fonctionne avec votre projet, c'est que voilà, il y a eu une rencontre avec ce maire et finalement ça avance et finalement vous arrivez à fédérer autour de vous. Mais comment on améliore ça? Comment on arrive à encore mieux collaborer, à dialoguer et à se connaître? Alors déjà, je voudrais peut-être revenir un tout petit peu sur la chaîne de valeur et Bien sûr, je vous en prie. La valeur de l'architecte et le financement du risque. Je décale un tout petit peu de l'AMI, si vous me le permettez. Bien sûr. Mais je pense qu'il y a une opportunité pour les architectes sur les défis de demain, et notamment le défi du changement climatique. C'est vrai que c'est plutôt des sujets qu'on travaille avec l'association, qui est d'ailleurs soutenue par la DRAC à travers François Gondran, que je remercie pour les ateliers immersifs que nous faisons. Je pense que ces questions de changement climatique, de dégradation globale de l'environnement, ne sont pas des questions qui vont auxquelles on peut répondre de manière technique.
Je pense que le changement climatique, c'est pas quelque chose qu'on peut voir de manière séparée, qui est lié à tout un tas de dommages et de dégradations de l'environnement dans lequel nous vivons, qui est intimement lié à l'effondrement de la biodiversité, à l'effondrement du vivant autour de nous, qui est intimement lié à l'extraction des ressources, y compris des matériaux, mais aussi de l'eau, et à cette compétition qui risque de nous guider vers des conflits. Et que si on ne comprend pas tous ces processus comme appartenant à un tout d'origine culturelle et non technique, on passe à côté du sujet. Considérant cela, l'architecte a un rôle essentiel à jouer. Si on considère que toutes ces dégradations de l'environnement ont une origine culturelle, nous, architectes, avons la capacité d'imaginer le futur. De manière spontanée et de manière construite aussi, dans nos métiers de concepteurs, de designers, nous avons pour habitude de partir d'une situation dégradée et de proposer une amélioration. Et nous devons... Et de mettre les bonnes personnes autour de la table pour que cette solution arrive. Tout à fait. Dans un dialogue territorial avec des interlocuteurs élargis. Et nous avons là une formidable opportunité d'accompagner ces collectivités et tous ces acteurs du territoire à se projeter avec nos outils propres de visualisation et de pouvoir du coup accompagner à la création d'un nouveau récit pour ces territoires. Bien sûr. Alors, on parlait de nouvelles façons d'entrevoir cette chaîne de valeur du logement. On a parlé des évolutions aussi possibles dans le dialogue entre les acteurs, dans cette collaboration entre les acteurs, cette nécessaire collaboration. Ça va aussi, finalement, on continue d'égrener notre petit chemin. C'est aussi une évolution des mentalités qu'il faut apporter. Et les mentalités, ça passe aussi par la réglementation, sans doute, mais c'est aussi, j'ai envie de parler de confiance maintenant, et Monsieur Martinez, forcément, je me retourne aussi vers vous, parce que qui dit nouveaux défis, dit nouveaux modes de conception, dit nouveaux modes de construction, donc l'arrivée de nouveaux acteurs sur le terrain, de l'emploi de nouveaux matériaux, tout ça qui doit être intégré dans une réglementation qui est quand même assez lourde, on ne peut pas le cacher, donc forcément, on a envie de se retourner un peu vers l'assureur. Enfin, vous êtes architecte, mais aussi vers l'assureur. Comment accompagner, comment redonner confiance? Aujourd'hui, comment ça se passe là? On a la TEX, le Pass Innovation, c'est compliqué en fait, tout ça. Ça se passe, je dirais, un peu avec difficulté. Simplement parce qu'on a une réglementation qui nous impose de nouvelles règles, de nouvelles conduites de construction, et que derrière, les filières ne sont pas encore organisées. Donc on se retrouve dans une situation un petit peu difficile, puisque les architectes ont envie d'innover, ont envie d'améliorer la qualité du logement en utilisant des matériaux biosourcés, des matériaux de réemploi. Mais derrière ça, on a d'abord une garantie décennale qui s'impose et qui demande qu'un matériau de réemploi il puisse à nouveau être garanti 10 ans. Et puis, mais il n'y a plus de fabricants, il n'y a plus personne. Et l'architecte se retrouve seul en cas de problème. Voilà. Et puis, on a des bureaux de contrôle qui vont émettre des avis négatifs sur ces produits-là et on sera bloqué. Donc aujourd'hui, nous, on observe, on réfléchit et on considère que ce mouvement, il est inéluctable. Hein. On sait que ça va se passer. Ça va prendre du temps, mais il faut que ces filières s'organisent. Que ces distributeurs de matériaux de réemploi, ces matériaux de biosourcés, soient eux-mêmes assurés, qu'il y ait des organismes de contrôle pour garantir ces matériaux, qui soient des organismes sérieux, et des bureaux de contrôle qui soient introduits dans le projet très en amont, pour pouvoir accompagner les architectes et les guider. On a des exemples où le bureau de contrôle donne un avis positif sur une solution, et juste avant le démarrage du chantier, il revoit son avis, il met un avis négatif. Donc beaucoup de temps perdu, de déception pour l'architecte et aussi pour le maître d'ouvrage, parce que c'est des maîtres d'ouvrage souvent qui sont engagés dans ces solutions. Finalement, on revient aussi à cette histoire de coûts. Hein. Donc c'est une nouvelle façon de construire avec des matériaux souvent qui ont été déjà utilisés dans le temps. Voilà, on parle de la paille, de la terre crue, le bois, ces matériaux biosourcés qui ont été utilisés pendant des décennies. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas de garantie décennale. Bien sûr. Et en plus, il faut réapprendre à les poser, il faut réapprendre des savoir-faire. Et d'un autre côté, construire des logements de qualité, c'est aussi garantir aux futurs utilisateurs de ces habitats une qualité de logement, une durabilité. Bien sûr. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi. C'est aussi pour ça qu'il y a des règles. Voilà. Donc il y a cet équilibre qui est en train de se mettre en place.
Et donc nous, en tant qu'assureurs mutualistes, nous participons beaucoup à ces réflexions et on y participe notamment par ces formations que nous menons dans toutes les villes de France auprès des architectes, justement pour les informer sur ces avancées, sur ces nouveaux produits, leur décrire aussi des pièges, parce que parfois, dans l'enthousiasme de la conception, on peut se lancer des aventures un peu périlleuses. Hein. Donc c'est aussi notre rôle à un moment de dire attention, ça c'est possible, ça, il y a du risque. Entourez-vous des bons partenaires. C'est vrai qu'en plus, on se parle beaucoup de réemploi aujourd'hui ou des choses comme ça, mais finalement, le réemploi aujourd'hui dans la construction, on ne va pas se le cacher, c'est pas facile hein, non plus. Non. Alors certes, reprendre une porte et en faire une table, ça va encore, mais finalement, en termes constructifs, c'est quand même très compliqué encore en termes de confiance, parce que comment dire au maître d'ouvrage, si, vous inquiétez pas. Si, moi j'ai un gros chantier actuellement où le maître d'ouvrage. Mais il faut qu'il ait confiance. Le futur utilisateur, sont des bureaux, souhaite que nous fassions du réemploi. Alors c'est du réemploi sur le second œuvre, ce qui pose beaucoup moins de problèmes. C'est ce que j'allais vous dire. C'est pas forcément. Oui, Madame David. C'est une question de confiance en fait. C'est aussi une question d'image, beaucoup de l'architecte. En fait, l'image, il faut que l'architecte soit vu comme une solution et avec une approche holistique, un savoir-faire tout au long de la chaîne de valeur. C'est pour ça l'importance de mettre en valeur ces compétences. Et le fait qu'il doit, dans les formations, comprendre le langage de tous. Oui, c'est ce qu'on disait encore. Pour le mettre en valeur. Et donc d'être la solution, parce que c'est tellement siloté. C'est tellement siloté, chacun a son propre raisonnement, chacun a ses propres... Et c'est de plus en plus complexe, on le voit bien, tant d'un point de vue juridique que d'un point de vue technologique. Donc on ne peut pas être sur tous les plans, expert sur tous les domaines. Par contre, on a besoin d'avoir ce survol, cette lecture transversale. D'avoir une vision globale. Exactement, holistique, je dirais même. Et c'est pour ça qu'il y a cette place, elle est là. Et il doit reprendre cette place qu'on reconnaît très facilement, par exemple en Allemagne, qu'on reconnaît très facilement en Espagne. Et d'ailleurs aussi, le problème de l'architecte, un des enjeux aussi, c'est de montrer que l'architecte doit intervenir dès le premier mètre carré construit. Il doit intervenir à tous les niveaux, en fait. Il doit être là comme une solution et surtout comme une valeur ajoutée par ses compétences multiples, sociologiques, économiques, même financières, je dirais, urbaines, historiques. Sur cette question de confiance, peut-être, Madame Perrin, Madame Davidson, cette question de confiance, Madame Perrin, on parlait de la psychologie face au changement aussi, c'est quelque chose de très compliqué. C'est votre rôle aussi de mettre cette confiance chez les gens. Oui, tout à fait. Autant auprès des maîtrises d'ouvrage que des partenaires. Donc on a pour habitude de co-construire nos projets, ce que je disais, d'avoir des programmations qui soient plutôt ouvertes. Et je vais rebondir sur le parallèle avec le réemploi, et partager une expérience personnelle. Comme ça rendra les choses un peu plus concrètes, mais on est en train de faire une réhabilitation d'espaces publics, d'ailleurs sur la même commune. Et je pense que c'est grâce à cette relation de confiance qui se tisse au fil des années entre nous, où on a une toute petite ligne d'innovation, d'expérimentation, de réemploi de terres excavées in situ, où on est en train de dessiner une ligne de mobilier urbain avec cette aire de site. C'est aussi le même partenaire filiataire qui est avec nous. On est dans une phase de prototypage de ce mobilier, donc on a fait les premiers tests et le chantier va commencer cet été. Donc là, on est en train de configurer les blocs. On a du coup 2 entreprises, la terre et après le bois, pour pouvoir les habiller. Et en fait, le maître d'ouvrage, il prend un risque là, parce qu'on n'est pas tout à fait sûr que notre mobilier, il va tenir le coup pendant 30 ans. On n'est pas tout à fait sûr de ça. 10, oui, mais bon. 10, c'est déjà bien. Mais on n'est même pas soumis à décennale. Donc, mais on espère quand même qu'on va construire pour longtemps. Voilà, c'est ça. Et donc cette confiance, elle est là, et cette volonté d'expérimenter et de documenter et de dire que il y a peut-être une chance que ça ne fonctionne pas jusqu'au bout de l'ambition, mais que dans tous les cas, ça, on le documentera et on le fera passer pour les autres. Bien sûr. Et du coup aussi, ce qui est intéressant, quand on avait partagé ensemble en amont cette conférence, c'est aussi cette capacité de montrer aussi, finalement, de faire évoluer les mentalités, de changer les mentalités avec des outils de vulgarisation. Les architectes ou designers, vous avez aussi le fait de montrer, de vulgariser en fait votre démarche, ça aide énormément, vous nous disiez L'outil visuel dont disposent les architectes, c'est les urbanistes et souvent les concepteurs en général, il est indispensable.
Souvent, les enjeux auxquels on s'attaque, nous, le changement climatique, c'est extrêmement abstrait. Nos interlocuteurs se rendent très peu compte de quoi on parle. Et donc, il est indispensable déjà de pouvoir s'accrocher sur des choses très concrètes, comme le banc, par exemple, le banc en pisé qu'on est en train de prototyper. En fait, il répond à ces enjeux-là. Et de faire cet aller-retour entre le très local et le global, il est indispensable. Sinon, notre discours, il s'échappe, en fait. Et il ne parle pas à nos interlocuteurs. Donc ça, c'est indispensable d'avoir cet aller-retour entre les deux pour nous. Madame Davidson, peut-être vous voulez réagir aussi à cette idée de faire évoluer aussi un peu, rétablir cette confiance entre les acteurs, finalement. Oui, je partage tout à fait le constat sur le besoin de confiance. Nous, ce qu'on a pu remarquer aussi, c'est même quand il y a de la confiance, il y a aussi cette problématique de structuration de filières, et notamment sur le réemploi sur certains territoires. Il n'y a pas encore aujourd'hui les acteurs qui permettent de faire du réemploi de manière intelligente et organisée. Et du coup, on se retrouve avec des maîtres d'ouvrage ou des concepteurs qui sont hyper motivés pour pouvoir rentrer dans une logique d'économie circulaire, mais avec quand même des objectifs, avec un objectif d'optimum technico-économique quand même. Bien sûr. Qui fait que souvent ça peut pas marcher, notamment dans la réhabilitation avec des bâtiments qui ont des âges différents et que du coup sur les gisements pour le réemploi ça fonctionne pas. Le stockage sur des petits territoires, il n'y a pas les acteurs qui sont là. Et donc il y a vraiment aussi cette question de structuration des filières locales qui est importante dans des endroits dans lesquels la connaissance n'est pas encore... Enfin, il y a peut-être aussi un manque de pédagogie sur le fait qu'on peut y aller, quoi. Oui, tout à fait. Donc on le voit, des process sur des nouveaux matériaux trop longs et complexes qu'il faudrait faire évoluer, une réglementation à revoir aussi, cette nécessité de mise en place des filières biosourcées et d'organisation des acteurs, finalement faire évoluer les mentalités et l'aide au changement. Tout cela, ça passe aussi par la formation, ça passe aussi par faire évoluer les formations et faire évoluer les organisations. Et en termes de formation, voilà, vous l'aviez évoqué tout à l'heure un petit peu, Monsieur Martisel, redonner cette confiance aux maîtres d'ouvrage, redonner cette confiance avec les architectes et avec cette nécessité aussi de faire évoluer et monter en compétences aussi pour les architectes. La formation, elle commence dans les écoles. Donc c'est apporter aux étudiants en architecture un enseignement qui réponde aux enjeux d'aujourd'hui. Donc actuellement les étudiants manifestent un petit peu, mais sur des sujets de moyens. Je dirais que bon, voilà, mais je pense que les étudiants sont avant tout demandeurs d'un enseignement qui soit qui réponde aux futurs engagements dans leur profession vers laquelle ils se dirigent. Ils sont conscients des enjeux environnementaux et donc ils ont besoin d'avoir cet enseignement et également d'avoir de savoir parler d'argent. L'économie n'est pas un sujet tabou pour les architectes, enfin il ne devrait pas l'être du moins, et on doit pouvoir vendre ses qualités, négocier des contrats. Nous on est là pour les conseiller sur le contenu de leur contrat, mais je pense que c'est à l'architecte à défendre son contrat et ses honoraires, parce que c'est quand il est bien payé qu'il peut bien travailler, il a les moyens. Et ensuite, il y a cette formation qu'on va parler continue, qui est aujourd'hui, qui est devenue obligatoire pour les architectes. Et je pense que c'est très bien dans la mesure où ça va permettre de redonner aux maîtres d'ouvrage, et notamment les maîtres d'ouvrage privés, la confiance qu'ils ont perdu vis-à-vis de beaucoup d'architectes. Et expliquer qu'un architecte, c'est avant tout un allié pour le maître d'ouvrage. Il a son service, il est au service de la qualité. Et donc, ces formations, aujourd'hui, sont... Enfin, nous, notre objectif, c'est justement de renforcer cette offre de formation et de la rendre accessible, notamment aux petites structures. Et aux petites structures sur tout le territoire. Et c'est pour ça que tous les mois, on se déplace sur tout le territoire pour... faciliter cet accès aux formations. Et ces rendez-vous que nous menons ont énormément de succès et on continuera à le faire tous les ans. Vous vouliez réagir, Madame Perrin? Oui, j'ai une toute petite phrase qui me donne envie de réagir. L'architecte au service de son client, l'architecte, il est au service de l'intérêt général.
C'est ça notre posture, en tout cas c'est ce que nous dit la loi. Bien Donc, sûr. on est aussi parfois en devoir de questionner la commande. Et je pense que ça, c'est très important. Sur cette question des formations, justement, est-ce que déjà, vous êtes une jeune architecte, est-ce que ces enjeux de chaîne de valeur, d'économie, de fait que vous êtes une agence qui est aussi une entreprise, est-ce que c'est des choses que vous avez entendues ou vous... Alors je vous remercie parce que vous n'êtes sans doute pas au courant, je ne crois pas qu'on en ait parlé, mais on essaye d'implanter l'enseignement de l'architecture sur la Côte d'Azur. Et donc j'ai aussi une activité politique puisque je suis secrétaire générale du syndicat des architectes de la Côte d'Azur. C'était pas l'idée. À ce titre-là, je porte le projet de développement de l'enseignement supérieur de l'architecture sur le territoire. D'accord. De manière partenariale avec le CNOA et d'autres acteurs et les collectivités et certaines communes. Et donc effectivement, il nous paraît essentiel d'avoir cet enseignement de la conception, de l'architecture, de la ville et du territoire qui soit équitablement réparti. Et en fait, on en a besoin, les agences, pour sensibiliser les maîtres d'ouvrage, pour diffuser la qualité architecturale, la connaissance de notre métier. Et également, dont on parlait aussi avec Madame Napi tout à l'heure, le fait que l'architecte lui-même doit aussi se rappeler que c'est à lui aussi de parler d'économie et d'avoir ces outils-là. Enseigner pour lui permettre justement de connaître mieux cette chaîne de valeur, ce que disait Madame Napi tout à l'heure. Oui, et de se connaître lui-même aussi, de la valeur qu'il apporte en fait, pour davantage pouvoir prendre sa place. Oui. Bien sûr, c'est quelque chose que vous retrouvez aussi de votre côté. Moi, je trouve votre discours extrêmement inspirant et je regrette de ne pas l'avoir entendu dans une école. C'est en cours peut-être. Ça va venir. Ça va venir, je crois. Et justement, donc on en parlait de former à l'innovation, à la recherche, de la formation initiale, la formation continue, former à l'économie. Alors, il y a aussi de cette idée de faire évoluer les organisations, se dire que l'architecte, il n'est pas forcément tout seul. Donc, on parlait aussi alors, Madame Flicoteau n'est pas là, donc je vais parler pour elle, mais elle remarquait justement la nouvelle façon qu'ont les jeunes architectes d'aborder les projets, c'est de faire évoluer aussi cette idée qu'on n'est pas que sur la conception, qu'on peut aller plus loin. Donc pourquoi pas faire aussi évoluer le tableau des architectes avec l'intégration de professionnels qui ne sont pas que de la conception. Mais voilà, parce que souvent on a cette idée de conception et on l'a bien vu que vous ne faites pas que de la conception au sens large, mais que vous allez aussi bien plus loin dans les projets. Pour conclure cette table ronde, peut-être aussi faire réagir un peu les gens qui sont autour de nous. J'aimerais faire un mini tour de table. Quel conseil vous donneriez à une ou un architecte qui souhaite se lancer aujourd'hui en termes d'innovation et de recherche? Voilà, en quelques minutes, peut-être, Madame Davidson, ce que vous avez envie de retenir Moi, je pense qu'il faut être enthousiaste. Je trouve que, en tout cas, c'est ce qu'on porte aussi dans ce programme engagé pour la qualité du logement de demain avec l'ensemble des partenaires et de la profession. C'est qu'il y a une envie un peu partagée de remettre la qualité au sein du logement. Et du coup, je pense qu'un jeune architecte devrait être enthousiaste de pouvoir relever ces défis-là, de la transition écologique, de la qualité et à un moment de crise de logement assez important, mais de façon positive. De prendre en main. On est totalement. On a justement fait parler de défis, bien sûr, à faire évoluer. Il y a une volonté collective de faire évoluer les choses, et je pense que c'est plutôt ce qu'il faut retenir. Un moment joyeux qu'il faut retenir. Madame Perrin, votre conseil? Moi, je dirais qu'il faut être concret, puisque la recherche, elle est parfois un peu autoréférencée, et je pense que c'est très important d'être concret, d'être proche des territoires pour prouver et ensuite essaimer. Merci beaucoup, Monsieur Martinez. Moi, je dirais d'abord aimer son métier, parce qu'on aime son métier. Bien sûr. C'est un métier passionnant, pardon. Et puis surtout sortir de cet côté. Les architectes ont toujours eu cette image de travailler seul, d'être isolé. Et je pense qu'il est essentiel aujourd'hui que les architectes travaillent ensemble, échangent. Et je crois que notre présence tous ici le montre bien. Aujourd'hui, la profession commence à se réunir, à agir tous ensemble. Bien sûr. Et les idées ont davantage de poids. Et surtout, les idées sont multiples. Et je pense qu'à la sortie de toutes les réunions qu'on peut mener tous ensemble, il y a beaucoup plus avancé que de mener des discours isolés.
qui sont parfois de belles envolées lyriques, mais qui au final ça retombe Oui. et ça amène nulle part. Je crois qu'aujourd'hui, la présence de toutes les personnes que je vois ici, mais aussi ceux qui ne sont pas là, hein, mais qui participent à tous les groupes de réflexion qui sont menés, montrent combien il y a des changements importants qui sont en cours. Et ces changements vont certainement amener à une nouvelle vision de l'architecture et du travail des architectes. Et je pense que ça va à la fois dans cette valorisation du rôle de l'architecte dans l'économie de la construction. Et quand tout à l'heure je parlais de clients, moi j'ai bien compris ta réflexion, mais pour moi le client, quand je parle des clients, il faut le comprendre, donc il faut connaître ses besoins. Et évidemment que l'architecture est au service de l'intérêt public. Mais voilà, si on ne comprend pas son client, on ne peut pas faire de la bonne architecture. Mais ça n'empêche pas de contredire son client quand il se trompe. Madame Napi, Alors, votre mot de la fin. je vais rebondir sur ça. Je pense que l'architecte, pour moi, il doit montrer qu'il comprend. Mais pas que le client. Il comprend tout le monde. Et que justement, en cas de désaccord, en cas de... Parce que il y a tellement d'innovation, il y a tellement de connaissances dans la chaîne de valeur. Tout le monde connaît beaucoup de choses. Je pense que sa valeur ajoutée à lui, c'est de montrer qu'il peut comprendre toutes les parties prenantes, qu'il comprend tous les langages. Encore une fois, je reviens sur cette notion de chef d'orchestre, qu'on dit il était chef d'orchestre, il doit rester chef d'orchestre, il doit comprendre toutes les partitions qui sont jouées, pas forcément les maîtriser jusqu'au bout, dans la perfection, mais il doit au moins les comprendre et être le référent. S'il y a un problème, c'est lui le référent. C'est lui qui comprend tout le monde et c'est lui qui est au cœur de tout, puisqu'il a en plus à l'articulation économique entre la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre. Merci. Ce n'est pas le cas des autres parties prenantes. Merci. Je me tourne rapidement vers les gens qui nous entourent. Est-ce qu'éventuellement vous voulez poser une question? Non? On a été hyper clair. Vous voulez rajouter quelque chose, Madame Langlois? Non, je pense que c'est un peu inédit que le ministère de la Culture pousse cette approche économique dans une expérimentation qui avait vocation à parler de qualité architecturale. Mais en même temps, nous, on forme des professionnels. Et l'enjeu pour nous, c'est que les professionnels puissent répondre à l'intérêt général, et notamment aujourd'hui transition écologique, etc., mais qu'ils vivent de leur métier. C'est-à-dire que c'est les deux. Et moi, on commence à voir, et c'est pour ça que vraiment, je soutiens à bec et ongle l'étude de chaîne de valeur qui se fait avec la participation d'Ingrid, mais aussi de la mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques, parce que on voit que beaucoup de ces projets, notamment dans des zones où le marché n'est pas tendu, sont portés jusqu'à ce qu'ils puissent devenir opérationnels bénévolement. Alors, bénévolement par l'architecte, mais aussi souvent bénévolement par le maire, hein, parce que la rémunération d'un élu rural, c'est quand même pas ça qui fait ce qui le fait vivre. Les emmerdements, oui, ça, il en vit très bien. Mais la rémunération, non. Donc, d'une certaine manière, c'est aussi du bénévolat de l'élu. C'est du bénévolat dans l'habitat collectif des gens qui s'engagent. Un modèle de production de logement, il ne peut pas reposer sur le bénévolat de tout un tas d'acteurs. Autrement, il est fragile et il n'est pas généralisable. Donc là, un des enjeux pour nous, c'est de ne pas oublier la qualité et l'adéquation entre la qualité du logement et le territoire où il est construit, mais c'est aussi de bien définir tout ce qui se passe aujourd'hui de manière bénévole, pour déjà le décrire, parce que ça fait partie des conditions de la réussite, voir sur quelles compétences ça s'appuie, ça interroge derrière les questions de formation, et aussi pour dire, reproduire, ça veut dire savoir contractualiser tout ça, et à un moment donné, rémunérer cet engagement d'une autre manière, effectivement, que sur le coût des travaux. Ça n'a aucun sens. Et là, ça, c'est pas revoir le métier d'architecte par un tableau de l'ordre. C'est une façon
Si le métier d'architecte repose sur le tableau de l'ordre, qui est une profession réglementée, à ce moment-là, il est éminemment fragile. Il faut qu'il ait une assise beaucoup plus forte. Il ne doit pas dépendre d'une contrainte qui aujourd'hui est quand même très mal vue au niveau européen. Donc là, l'enjeu, c'est bien de le réancrer de manière beaucoup plus pérenne. On est vraiment un tournant aujourd'hui en termes de mutation sur tous les plans finalement, et avec cette nécessaire collaboration et dialogue. Et c'est le moment aussi où les architectes c'est le moment. C'est le moment où ils ont quelque chose à jouer. Et pour les architectes, cet endroit est l'endroit où il faut être. Est-ce que vous avez éventuellement une autre question, réaction ? Non, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier tous les quatre d'avoir été avec nous. Je pense que vous pouvez les applaudir également. Et puis, vous donnez rendez-vous cet après-midi avec mon confrère David Habitant pour une nouvelle table ronde sur l'architecture du sport. Voilà, donc en prévision des Jeux Olympiques, je vous invite à tous venir cet après-midi. Merci à tous, j'ai été ravie d'être avec vous aujourd'hui. Au revoir.